Salam alaikum, Azul, bonsoir. Même dans leur pire cauchemar, les tenants du régime n'ont imaginé une telle ampleur dans le boycott de ces législatives. Ils savaient déjà, et depuis longtemps, que les Algériens ne votent pas, qu'ils ne votent plus. Mais ils parvenaient tout de même à mobiliser un tant soit peu de ces électeurs du pays profond, gavés de propagande, gorgés jusqu'à ras-bord de ce qu'ils croyaient être du nationalisme, et qu'on avait réussi à convaincre que le régime prédateur qui pille leur pays et le ravage est le digne représentant de l'État. Et lorsque ces certitudes douteuses ont commencé à se lézarder, à vaciller, à force de turpitude, alors la propagande a changé de discours. Et plutôt que de continuer à faire prendre à ces malheureux compatriotes des vessies pour des lanternes et de cacher le soleil avec un tamis, sur l'impeccabilité des barons du régime, alors celui-ci a opté pour la menace crue, nue, sans fioriture. Ils lui ont alors agité à cette base militante qui ne leur faisait jamais défaut que si elle ne continuait pas à se rendre docilement au bureau de vote, alors il la replongerait dans la décennie rouge. Que l'Algérie serait syrianisée, que BHL et l'OTAN allaient se ruer sur le pays, et même plus, puisque le régime a poussé le bouchon jusqu'à enjoindre aux imams d'emboucher les trompettes de la malédiction pour quiconque s'aviserait de ne pas voter. Et il n'y a plus de jours où ce régime ne donne des signes de très visibles signes de panique. La peur a changé de camp, réellement. Tous les barons du régime et tous leurs alliés, leurs clients et leurs protecteurs en tout genre ne savent plus où donner de la tête. Ils ont peur, désormais, parce que jamais depuis l'indépendance du pays, les Algériens ne se sont autant mobilisés, avec une telle intelligence et une telle lucidité, de façon pacifique, responsable. Les réseaux sociaux sont devenus une ruche de militantisme. De jeunes artistes talentueux réalisent de formidables œuvres engagées, qui une chanson, qui une parodie, qui un texte. Des témoignages sur l'utilisation des moyens de l'État et des mosquées par le régime affluent. Les panneaux d'affichage sont partout dégradés, ravagés, les affiches arrachées. Il ne fait plus de doute que la situation prend une tournure que les plus optimistes des opposants au régime n'ont osé imaginer dans leurs plus beaux rêves. Ce peuple que nombreux avaient fini par accuser de toutes les lâchetés, de toutes les démissions et de tous les renoncements, est en train de s'éveiller à sa propre force, à son propre génie. Sa jeunesse est enfin aux avant-gardes et elle est en train de donner une leçon de dignité et d'engagement à des élites qui avaient fini par sombrer dans les délices de Capoue. Il ne fait plus de doute désormais qu'à partir de ce tournant historique que nous vivons en ce moment même, il y aura les participationnistes et les boycotteurs. Ceux qui se sont commis avec le régime et ceux qui ont pu, malgré toute l'adversité et toutes les connivences, rester aux côtés de ce peuple qu'on a si souvent trompé, fourvoyé, mené à sa propre perte. Couverture spéciale donc aujourd'hui autour de ces élections qui ont déjà commencé en France. Et pour commencer, cette émission va durer 2h moins le quart, 1h45. Et pour commencer, donc, j'aurai avec moi Zoher Ruiz, secrétaire national de Jil Jadid. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Rachid Nekez, président du MJC. Le mouvement du jeunesse et du changement. Merci d'être avec nous, Rachid Nekez. Merci pour votre invitation et salam à tous les Algériens. Merci.
des 48 wilayas de l'étranger. Je rappelle que vous avez été évincé, pour dire gentiment le mot, votre candidature a été invalidée pour des raisons, somme toute, très douteuses, mais enfin. J'ai subi l'article 51 de la Constitution de la nouvelle Constitution. Voilà. Et Zoher Ruiz est ici le représentant de ce parti qui a osé, avant tout le monde, appeler au boycott de ces élections à un moment où personne n'y croyait. Oui, nous étions bien seuls lorsque, effectivement, nous avions déclaré que nous refusions ce diktat et cette façon de faire. Nous étions bien seuls lorsque nous avions dit à nos partenaires de l'opposition qu'il ne fallait surtout pas se lancer dans cette aventure sans lendemain, dans laquelle ils allaient finalement cautionner de nouveau les méthodes de la fraude et de l'exclusion dont vous venez de citer un des exemples. Nous étions bien seuls à démarrer cette marche d'explication et de pédagogie vis-à-vis de la population, puisque nous sommes sortis dans quasiment toutes les wilayas du pays. Vous avez fait du terrain proprement. Nous avons marché, beaucoup marché, nous avons fait les cafés, les marchés. Nous ne nous sommes pas enfermés dans des salles comme d'autres l'ont fait en ramenant des téléspectateurs par quart entier. Nous avons choisi cette façon de faire, aller à l'encontre des citoyens, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions compris dès le départ que la population non seulement n'allait pas de nouveau adhérer à ces basses œuvres, non seulement n'allait pas adhérer à cette élection, mais qu'en plus... Vous y croyez à ce moment-là? Oui. Au moment où vous avez appelé au boycott, très franchement? Nous savions que la population était complètement déconnectée de ces élections et qu'elle n'avait cure de ces élections, mais nous sentions en même temps, quelque part, un mouvement. Nous ne le sentions pas de cette ampleur-là, tel que vous l'avez décrit dans votre introduction, mais nous savions que la population, en tout cas des franges, pouvait agir pacifiquement pour montrer leur désapprobation. Avant de donner la parole à Rachid Dekez, nous allons regarder quelques images du zapping d'aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que c'est? فعلى الملوك لا تسأل. مروح بابا. Oh, Jafar, il faut que vous veniez voir ça. Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa, à genoux, prosternez-vous, soyez ravis. La liste 33 du parti MPA de Amara Ben Younes envahit l'Ahmar بالأخضر شاء الله به. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويحيى menace. Le boycott signifie l'abandon de l'option réconciliation. Le peuple doit voter pour éviter le recours aux armes, encore une fois. Amara Ben Younes menace. Il regrettera quiconque ne votera pas le 4 mai. Par manque de soutien, le FLN recourt aux gamins. لابد تشاركوا وتقولوا رجالكم تنوضوهم الصباح على صباح ربي قال ما كاش قهوه روح تفوتي. واللي ما يفوتيش اعطيوه بالعصا. ولاد ستيف رجال ونساهم رجال. رجال ماشي كي رجال رجال معناتها واقفات. ولاد ستيف رجال ونساهم رجال. رجال ماشي كي رجال معناتها واقفات. انا في الحق جيت برك باش نشوفوا وجوهكم. ونسمع الزغاريت تاعكم.
وكي تخرجوا من هنا روحوا ديريكت لعين فواره باش تجيبوا البركه. وباش تكونوا كل واقفين ان شاء الله نهار الخميس، وبالك اللي ما تكركش راجلها هانا ندخلوا فيها ورانا ناكل مع بعضنا بعض حتى تدينا الموت، ولكن ما تديناش الموت قبل ما نبنيو دولة قوية ونساء فرحانين وولاد فرحانين والجزائر مزاهرة. ودوك نقول للسيدة سامية زيد لكم الموسيقى باش تشطحوا شوية. لا كان عندي الوقت نشطح بصح لا غالب الوقت دامني. على خير. حملة شعواء نجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، واحد يقول ما صوتيش ولا لا صوته، الاخر يستهزأ بالرسالة وبأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحد يبث الكذب والريبة. Rachid Nekaz, hier à Blida, meeting de Yahya. Alors, c'est une information sûre, confirmée, ce n'est pas de l'intox, sûre. Elle nous est parvenue d'une source très très sûre. Je n'en dirai pas plus. Alors, des gens ont été sollicités, comment dirais-je, des industriels et des entrepreneurs de travaux publics et bâtiments qui ont des entreprises et des usines à Blida, pour prêter leur main-d'œuvre. On leur a dit on va vous envoyer des fourgons et des camions, et des fourgons et des camions sont présentés aux usines et aux chantiers, accompagnés par la police. Et ils ont embarqué des gens, ils ne savaient même pas où ils allaient, vers cette salle de meeting, et ils n'ont compris ce qu'ils avaient à faire que lorsqu'on leur a remis des t-shirts RND, et on leur a demandé d'applaudir. Certains parmi eux ont fait mine de partir, on leur a promis qu'ils seraient licenciés. Qu'est-ce que vous en pensez? Si cette information... Elle est sûre, je vous le promets. Mais maintenant, vous pouvez vérifier par vous-même. Il faut être sur place. Non, non, mais vous devez connaître des gens à Blida. Oui, mais ils ne me laissent pas circuler. Moi, j'aime bien voir avec mes propres yeux. D'accord. Vous savez, j'ai pour habitude de ne parler que de choses que je peux vérifier. Mais vous ne pouvez pas être partout. Vous n'avez pas un milliard de dieux. Non, mais on peut avoir des vidéos, par exemple. Ouais. On peut avoir des vidéos, on peut avoir des témoignages écrits. Ben justement, je vous demande de vérifier à Blida et vous nous direz si ce n'est pas vrai. Je vais me renseigner. En tout cas, si cette information est vraie, c'est dramatique pour la pratique démocratique dans notre pays. Mais à vrai dire, on a l'habitude depuis 1962 d'avoir des scores phénoménaux dans les différentes élections ou référendums. Donc on sait, vous et moi, ces oreilles, nous savons que notre démocratie est fragile, nous savons que la pratique électorale en Algérie... Vous parlez de démocratie, vous dites notre démocratie est fragile. Vous croyez que nous sommes en démocratie? Oui, nous sommes dans une démocratie, mais sans état de droit. Moi, vous m'étonnerez toujours quand vous faites la différence entre démocratie et... Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour une fois, ce qu'est la différence entre un état de droit et une démocratie? Alors, je vais vous expliquer. Une démocratie, c'est un état de droit formel. Formel. C'est-à-dire que, imaginez, par exemple, vous avez une chaîne de télévision ici, où on peut dire ce qu'on veut. Lorsque je passais dans les chaînes de télévision algériennes, je pouvais dire ce que je voulais. Donc ça, c'est une démocratie formelle. Mais si cette démocratie formelle n'est pas accompagnée par un état de droit, c'est-à-dire par un contenu qui protège le citoyen algérien. Je vous donne un exemple. Si par exemple je veux me balader à travers les 48 wilayas et si on m'en empêche, normalement je dois pouvoir saisir un tribunal algérien pour, j'aimerais dire, porter plainte contre telle autorité qui m'a empêché de circuler. C'est ça qui me manque en Algérie. Aujourd'hui, je ne peux pas porter plainte. Alors moi, je vais vous apporter tout de suite la contradiction. D'abord, moi je ne comprends pas très... Pour moi, démocratie, tel que l'explique son préfixe et son suffixe, c'est clair, hein, c'est le pouvoir du peuple. Stop, ça s'arrête là. Oui, donc ça suppose une séparation des pouvoirs, ça suppose l'existence d'institutions. Non, pour moi c'est la même chose. L'état de droit ne peut exister que dans une démocratie. Hein, n'est-ce pas? Mais sinon, prenons votre explication comme étant bonne, comme étant la seule possible et la seule plausible. Toutes les démocraties du monde reposent sur un état de droit. En Algérie, nous sommes donc une démocratie. Sans état de droit. C'est une démocratie. Ça veut dire que vous pouvez vous exprimer à travers toutes les chaînes de télévision?
Absolument, Le la preuve, je l'ai 1TV, fait. le 1TV, vous pouvez vous Non, mais exprimer il faut être là-dessus? invité déjà. Si, imaginons que je sois invité à l'ENTV. C'est ce qu'on appelle une explication tirée par les cheveux. Pas hein, du pour tout. le Regardez, moral. je suis passé dans un certain nombre de chaînes de télévision algériennes, comme Al-Maghrebia, que je remercie, et à aucun moment on m'a empêché de dire quoi que ce soit. Mais à partir du moment Mais le où... Maghrébia est hors moi je dirais pas de droit, hors de cette mafiocratie. La preuve, c'est qu'elle l'empêche de s'installer en Algérie. Donc, Mais j'ai vu des ça n'a journalistes rien à voir. d'Al-Maghrebia être sur place à Oh, Mazafran, par oh, exemple. Oui, oui, mais là, Gérald ils Bach, étaient je presque les ai en vus. clandestin. Là, je sais pas, Ils la n'ont police- pas intérêt à y aller maintenant parce que Allez. là, même ici, en France, on a envoyé des journalistes, reporters d'images au consulat. Ils ont été chassés. Ils ne sont pas rentrés à l'intérieur des consulats. Ici, à Créteil, Oui. le consul est sorti pour demander à notre journaliste de ne pas pointer sa caméra sur le consulat. Mais même nous avons été Et chassés nous avons les au preuves début. de ceci. Mais ça, je vous crois là-dessus. Voilà. Je vous crois. Donc, Non, mais ouais. pour simplifier aux concitoyens algériens, une démocratie, aujourd'hui, l'Algérie est une démocratie formelle, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur un état de droit. Je vous donne un exemple. Vous voyez bien qu'à Destina, par exemple, ou DJ Joker, c'est bien ça, ont fait un travail formidable par rapport à la question de l'abstention aux élections. Ils ont été libres de s'exprimer. Cependant, à tout moment, ils peuvent être embêtés par la justice algérienne, sous l'ordre de tel ministère ou de telle Bon, mais institution. écoutez, c'est votre description. Ils des sont en choses. Algérie. Mais dites-moi. Si c'était une dictature, Oui, c'est une dictature. je peux vous le dire, qu'il serait déjà sous les Je verrous. n'aimerais pas monopoliser la parole. Je suis là pour essayer Là, de tfadal, la distribuer. c'est votre émission, c'est Djamel mais Eddin. franchement, après vraiment parler, moi je préférais la Corée du Nord. Vous savez pourquoi? Allez. Parce que la Corée du Nord, elle est très honnête avec elle-même. C'est Elle une dit, dictature. moi je suis pas démocratie, moi. Moi je suis une dictature. Et Oui. pas d'institution de façade. Alors que nous, c'est une vraie dictature, mais qui vous pose des institutions en façade, on trempe l'œil. Il n'y a une rien démocratie derrière, de façade. il n'y a Oui, rien Adil dedans. Oui, Il n'y a rien Adil dedans. Il n'y a Ibrahim fait, que hein. des gens comme vous qui tombaient dans le panneau. Là, Ouais, c'est tout. au goût que c'est une démocratie, mais qui n'est pas accompagnée par un État de Mais ce droit. n'est pas une démocratie. Je suis Zoher Ruiz. Je pense qu'il faut donner du sens aux mots. Et la démocratie, ça a un sens en réalité. Et je pense que nous n'avons aucun intérêt à galvauder ce type de mots et peut-être même induire en erreur. Il faut décrire une situation de fait qui existe en Algérie. Il n'y a pas de liberté. Est-ce que vous avez été libre de boycotter sur le terrain, dans les marchés? Je vais aller sur jusqu'au place. bout. Il n'y a pas de liberté d'exercer son activité politique telle qu'on peut l'entendre dans une vraie démocratie. Pour quelle raison? D'abord, vous boycottez des élections, vous avez des menaces des plus hautes autorités du pays. Des menaces, vous les avez entendues comme tout le monde. Vous boycottez, va vous arriver ceci, vous ne passez pas là, vous ne passez pas à la télé. Vous dites on peut passer à la télé, oui, on peut passer dans les télés privées, mais c'est beaucoup plus insidieux que ça, en fait, c'est beaucoup plus pernicieux que cela. Vous ne pouvez pas Mais le passer à ministre de la l'ENTV, par Communication exemple. a interdit aux télés de recevoir quiconque appelle au boycott. Absolument. Donc vous ne passez pas non plus. Donc vous pouvez l'appeler démocratie si vous voulez, mais j'ai bien peur qu'on induise un peu en erreur, qu'on laisse penser qu'il y a une démocratie en Algérie. Et c'est bien cela que recherche le régime en appâtant, en ayant un certain nombre de partis politiques, par exemple, au sein du Parlement, où il a plus que la majorité, il a les 3/4 dans ces institutions-là. Il va faire passer un certain nombre de lois liberticides, comme par exemple la loi électorale qui dit si vous boycottez les élections, un parti politique va être dissous. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça, ce n'est pas des libertés. Ça, c'est Parce pas que un nous état de avons le droit. droit de boycotter une élection, comme nous pouvons participer à une élection. Une des institutions qui valide des dispositions liberticides, comme la Constitution, qui ne permet pas, par exemple, à la communauté algérienne d'exercer ses droits en Algérie. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas utiliser, si vous voulez, ce mot, pour ne pas qu'il y ait une connotation finalement d'ouverture et de liberté, d'exercice libre Mais des droits. sinon, excusez-moi de vous interrompre, au sujet de ce qui est en train de se passer maintenant. Personnellement, j'ai toujours appelé de mes voeux une réaction populaire de nos compatriotes qui se contentaient de ne pas aller voter, qui étaient un peu dans la résignation.
Et là, en ce moment, on observe quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a un vrai engagement, un vrai militantisme sur le terrain, partout. Les réseaux sociaux. Vous avez vu ces histoires que vous venez de citer, de ces vidéos que ces jeunes ont mis sur. C'est du grand talent, c'est énormissime. Et par qui elles ont été condamnées, s'il vous plaît? Entre autres? C'est là où je vous dis, il n'y a pas d'état de droit. Par le ministre de la religion, je ne sais pas comment on appelle ça. Et il n'a pas se mêler. Moi, je dis ministre, pas des habous, ministre des tabous. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces jeunes qui sont en train de casser les panneaux d'affichage, qui sont en train d'y accrocher des choses et d'autres, du pain, des sacs poubelles, des caricatures, des dessins, qui sont en train de taguer les trucs, de les jeter à la poubelle, de prendre les affiches, de les coller sur des poubelles. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachid Dekes? Alors ça m'inquiète pour la pratique démocratique, pour l'avenir de l'Algérie. Vous savez, je ne cautionnerai jamais, jamais et jamais le délitement de l'esprit démocratique en Algérie. Autant je peux condamner celles et ceux qui, aujourd'hui au pouvoir, que j'appelle les 40 voleurs, essayent d'instrumentaliser, de faire peur, de menacer. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je ne cautionnerai jamais des pratiques citoyennes qui tendent à, j'aimerais dire, salir la pratique démocratique. Non. Mais je salue. Pratique démocratique? Vous savez très bien que le résultat des élections, c'est le RND et le FLN qui vont gagner. Je ne parle pas sans l'ombre d'un doute. Quelle pratique démocratique? Non, je dis par exemple salir des panneaux d'affichage. Parce que demain, il se pourrait que ce soit le portrait par exemple de Cissourir ou du président par exemple Sofiane Djilali qui soit sur ces panneaux-là. Et ce jour-là, si on assiste à la même chose, que dirons-nous? Nous allons dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on mélange des choses. Les symboles démocratiques, il faut les protéger. Mais ce qu'il faut condamner, ce sont les menaces de certains ministres algériens ou du Premier ministre qui, on vient de l'écouter, est en train d'insulter le peuple algérien avec un vocabulaire et un langage qui n'est pas digne d'un Premier ministre de la République démocratique et populaire algérienne. Il est surtout en train de s'insulter soi-même parce que jamais je n'aurais imaginé qu'un Premier ministre puisse aller aussi bas. C'est quand même honteux, hein, vous ne trouvez pas, Zouhair Rouez? Oui, je voudrais juste auparavant dire que je suis évidemment en phase avec vous. On ne peut pas accepter que dans l'imaginaire et dans l'esprit des Algériens, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord sur le terme de démocratie, il puisse y ait ce type de confusion et que finalement on mette dans le même panier un certain nombre d'éléments et un certain nombre de valeurs qui sont importantes. Et donc je suis en phase avec vous, mais je pense que le plus important, c'est de lire la symbolique. Quel est le message? Quel est le message de ce type de pratique? Abattre un panneau ou y poser quelque chose, il y a un message d'expression justement libre qui n'existe pas dans les espaces politiques, parce que les espaces politiques ont été fermés par le régime. Et donc vous avez là une manière de s'exprimer. Et quand vous fermez tous les espaces de liberté, tous les espaces de respiration finalement, eh bien ils s'expriment comme ils peuvent et là où ils peuvent. Et donc vous avez ce délitement que vous dénoncez à juste titre, que vous pointez à juste titre, vous avez ce délitement-là. Et donc, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Cette lame de fond qui est dans la société, qui exprime quelque chose. Et j'en reviens à votre question. Et ce n'est pas des personnages comme le Premier ministre qui peuvent inculquer ou représenter ce type de valeurs démocratiques que les Algériens doivent avoir. Vous avez là une sorte de... Ce n'est même pas un personnage de dessin animé, c'est de la vulgarité, c'est de la bassesse. Ce n'est pas du niveau du régime aussi fermé qu'il le soit. On n'a jamais vu ça dans l'Algérie fermée, où il n'y a pas de liberté, etc. Elle n'a jamais été représentée par des personnages de ce type. Et donc, nous ne sommes pas étonnés. Nous l'avons déjà dit, c'est du Selel. Et puis les Algériens s'en amusent beaucoup, parce qu'on a évoqué les panneaux, mais en réalité, depuis toujours, il y a cette forme de résistance et d'expression dans le caustique, dans la blague politique, etc. Ouais. Et donc vous avez beaucoup de choses qui circulent sur Selel. Donc il est en train d'alimenter plutôt ce marché-là de la blague plutôt qu'autre chose.
mais ils ne représentent absolument rien dans cette partie qui se joue aujourd'hui. Rachid Nekez, les élections en France, vous avez eu l'occasion de voir comment ça se passe? À vrai dire, je fais le tour de tous les consulats algériens en Ouais. France. J'ai passé, par exemple, 4 heures devant le consulat d'Algérie à Nantes, qui se trouve à 400 km donc, à l'ouest de Paris. Et c'est vrai que pendant les heures où j'étais présent, il y a eu 42 personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Donc c'est une participation qui est faible, je vous l'accorde, et avec une moyenne d'âge assez élevée. Donc très très peu de jeunes qui se sont rendus aux urnes. Donc en tant qu'Algérien, moi, ça me désespère, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un démocrate. Donc je suis pour une participation aux élections, malgré la fraude, malgré les difficultés, malgré les menaces. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des 40 voleurs qui contrôlent le paysage politique algérien. Mais demain, j'espère que ce sera Gilles Jadi, j'espère que ce sera la MJC, j'espère que ce sera d'autres partis politiques avec une nouvelle élite politique algérienne. Et ce jour-là, on sera bien content de voir les citoyens algériens participer au vote. Donc je crois qu'il faut, d'une part, encourager les Algériens à voter, mais d'autre part, il faut aussi encourager les 40 voleurs à sortir du paysage politique algérien, car ils sont en train de décrédibiliser la démocratie algérienne et en train de salir la démocratie algérienne. Il y a des téléspectateurs qui sont en train d'appeler pour vous, particulièrement. Donc nous les prions de ne pas appeler parce que nous ne pouvons pas passer leurs appels. Ce n'est pas une émission ouverte au standard. Mais l'un d'eux vous demande de lui expliquer si dans cette démocratie, il est possible de sortir manifester son rejet du régime dans la rue. Alors, je vais peut-être être dans la contradiction ultime, mais en tant que citoyen algérien, je n'ai même pas le droit, par exemple, d'aller à Alger Centre. Je n'ai même pas le droit d'aller à Tizi Ouzou. Je n'ai même pas le droit d'aller à Ain Salah. L'autre jour, on m'a laissé, sous escorte, aller à Tlemcen. Et j'ai même pu faire un live à partir de Tlemcen. Donc, je suis le premier à dire que je n'ai pas de liberté de circulation en Algérie. Cependant, je peux dire ce que je veux en Algérie, dans l'espace qui m'est réservé, dans mon douar, sur ma page Facebook. Drôle de démocratie. Il n'y a pas d'état de droit. Nous avons une démocratie formelle. Pourquoi tenez-vous à faire cette distinction, état de droit, démocratie, pour expliquer l'inexplicable? Je ne sais pas, c'est incroyable tout de même. C'est pas incroyable. Vous savez, moi, je ne suis pas pressé. Vous avez fait sciences politiques, hein? Non, non, pas du tout. J'ai fait histoire et philosophie à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, j'ai appris à faire des distinctions. Il faut faire la différence entre une démocratie et un état de droit. L'Algérie est une démocratie D'après vous, un formelle. état de droit, elle est vide de sens. Dans un état de droit, est-ce que la démocratie existe? Dans un état de droit, est-ce qu'il est démocratique? Oui, absolument. Dans une démocratie, est-ce qu'il y a une autre possibilité que d'avoir un état de droit? Alors, je vous donne un exemple. Dans une démocratie, répondez-moi de façon claire. Nous sommes en démocratie. Oui. Est-ce que cette démocratie est un état de droit ou non? Alors, dans l'absolu, la démocratie n'existe pas. C'est-à-dire le pouvoir du peuple directement exercé par le citoyen. Ça n'existe pas. À travers ses représentations et ses institutions, voilà, ça c'est nouveau. Qui le représentent. Ça date du 19e siècle. Non, 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 ça ne date pas du 19e siècle. Non, la démocratie directe, c'était à Athènes, dans les cités athéniennes. Ouais. Mais depuis le 19e siècle, il y a des philosophes comme Rousseau, Voltaire, Locke, qui ont défini ce qu'on appelle une démocratie représentative. À vrai dire, c'est la démocratie bourgeoise. Donc nous avons des délégués qui représentent le peuple à l'Assemblée, au Parlement. L'Algérie a des délégués qui représentent le peuple à l'Assemblée. Mais ce qui ne représentent pas le peuple. J'ai pas fini. Qui ne représentent pas le peuple. Si vous me permettez, Djamaldine. Oui. Mais ce sont des représentants factices, fantoches. Voilà. Fantoches. Je préfère. C'est pour ça que je vous dis, l'Algérie est une démocratie formelle. Il n'y a pas d'état de droit. Par exemple, Rachid Nekez, qui veut aller à Alger Centre, n'a pas le droit de porter plainte dans un tribunal parce que le dit tribunal va, j'aimerais dire, endormir ma plainte. Et je vous donne un exemple. Le 2 novembre 2016, j'ai porté plainte donc, pour diffamation contre l'ancien secrétaire général du FLN, M. Ammar Saïd Ali. À ce jour, la plainte n'a pas été étudiée. C'est là où je vous dis que c'est une démocratie formelle. On va accepter votre explication. État de droit, démocratie, OK. Les pays de l'Est, c'est des démocraties formelles aussi. Nous avons des jeunes avec nous. Je ne sais pas s'ils pourront intervenir avec nous. J'aimerais que vous vous présentiez, que vous nous disiez ce que vous pensez de ce boycott qui est en train de se décliner sous toutes les couleurs de la jeunesse. Salam, je me présente, je m'appelle Abdellah. Je suis artiste algérien et je souhaite vraiment féliciter Chemsou et Anestina. Et je leur dis qu'on va tous mener votre façon de faire pour s'exprimer.
Et quand vous, mais pour vous, on a besoin de support, on a besoin d'être un peu informé, informé un peu plus de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire, parce qu'on entend beaucoup de pessimisme. Il y a du boycott, on comprend. Je me sens vraiment que il y a beaucoup de gens qui sont contents, et je fais partie des gens qui sont contents du boycott. Mais et après, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on a pour le futur? Et pour nous qui sommes le futur de ce pays, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Vous commencez, et les jeunes, vous voulez intervenir? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Mehdi et je suis parmi les militants de M. Rachid. Ah, le Rachid Nekez? Ah, exactement. Vous avez ramené les troupes, hein? Ah, il est libre, c'est la démocratie. Oui, alors? Eh ben, je le suis depuis et je suis avec lui. Et, comment dirais-je, moi, personnellement, pour vous dire, j'ai jamais voté. Et si je vote seulement pour quelqu'un qui veut du bien pour notre pays, et celui qui est l'Algérie. Et moi, je vote seulement pour Rachid Nekez. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons revenir à Zoher Ruiz pour essayer de nous faire un petit... parce que nous allons décliner cette émission en deux parties. Donc, dans un moment, nous allons observer un petit intermède pour recevoir d'autres invités. Sinon, essayez de nous faire une petite synthèse de ce que vous avez observé en tant que parti, pour tout ce qui est cette, comment dirais-je, cette résistance, cette révolution passive à sa manière, mais plutôt que passive, pacifique et responsable. Oui, c'est une résistance active en réalité hein, qui se manifeste. Nous l'avons vu dans toutes les wilayas que nous avons pu visiter. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les Algériens ne sont pas dupes, qu'ils ont bien compris l'enjeu de cette élection. Et l'enjeu de cette élection, c'est d'abord d'avoir un boycott massif de ces élections pour dire au régime que les Algériens ne sont pas dupes, qu'ils ont bien compris ce qui se tramait, qu'ils n'allaient pas donner leur caution à ce régime qui veut finalement se maintenir alors qu'il est, visuellement il est en lambeaux et qu'ils sont en train les clientèles de ce régime sont en train de se disputer le pouvoir et finalement tous les intérêts qui vont avec. Donc vous avez là une forme de résistance passive active, qui indique que, quand il y a un mouvement politique, quel qu'il soit, parti politique, association, personne de la société civile qui expliquent, qui font de la pédagogie, qui donnent un sens aux choses, eh bien ils peuvent suivre, ils peuvent entendre, ils peuvent écouter. Et c'est cela qu'on a vu parce que finalement, Gilles Jadid n'est pas tout seul dans ce mouvement de boycott. Vous avez un certain nombre de partis non agréés déjà, comme celui de Karim Tabou par exemple. Vous avez des personnes de la société civile, des organisations des droits de l'homme, etc., donc, qui sont aussi dans ce mouvement-là et qui donnent du sens à ce qui se passe. Et donc, on voit bien qu'il y a la déconnexion qu'on savait qui existe depuis très longtemps, en réalité, elle n'est pas l'expression, excusez-moi l'expression, du je m'en foutisme. Elle est l'expression de « je ne suis pas dupe de vos affaires, en revanche, je suis acteur et je veux être acteur de ce qui se passe ». Et pour la suite des événements, avec une telle défection, pour utiliser les termes des officiels, ils vont se retrouver avec des élections peut-être à 6 ou 7% de participation. Chose inédite, parce que d'habitude, ils avaient des bases militantes de pays profonds qu'ils utilisaient comme ils pouvaient, parce qu'ils les abrutissaient de propagande. Et donc, avec un tel chiffre aujourd'hui, il va leur être difficile de faire passer ce Parlement. À plus forte raison que cette fois-ci, en face, il n'y a pas que de l'indifférence, il y a de la colère.
Oui, oui, je pense que nous allons battre tous les records d'abstention, en tout cas de non-participation dans ces élections. Maintenant, que va-t-il se passer? Vont-ils avoir la juste lecture des choses ou vont-ils continuer à s'enfermer et à rester entre eux-mêmes et à croire dans leur décor, dans tout ce qu'ils ont posé devant eux, en faisant croire que effectivement vous avez des institutions démocratiques qui fonctionnent, vous avez un Parlement qui est là pour contrôler l'action de l'exécutif, etc. Vont-ils continuer à se raconter une histoire ou vont-ils finalement tenir compte de ce qui se passe, sachant que effectivement il y a désormais un refus actif de la situation et qui, j'espère, va continuer à se faire de manière pacifique, bien sûr, mais de manière constructive, parce qu'il s'agit de construire quelque chose. Il ne s'agit pas juste de refuser au régime ce qu'il propose, il ne s'agit pas juste de casser ce que le régime propose, mais il s'agit de construire une alternative. Et j'espère que nous allons... si vous permettez. C'est ce que j'allais commencer à expliquer. Donc j'espère que nous allons continuer à renforcer les rangs de ceux qui prônent une véritable alternative, un véritable changement. Plus nous renforcerons les rangs, quels qu'ils soient, le MJC ou Gilles Jadid, peu importe, je l'ai toujours dit. Mais en participant aux élections ou en continuant l'abstention? Par exemple, aux prochaines municipales, Mahaliyat à novembre 2017, est-ce que vous allez appeler au boycott ou alors vous allez participer? Je ne sais pas. Nous avons des institutions qui le décideront à l'intérieur du parti. Si la question donc c'est à la carte, à Gilles Jadid, je ne peux pas vous dire. Donc ce n'est pas un positionnement de principe? Non, ça ne peut pas être un positionnement de principe. Je vous dis, il faut construire quelque chose. Il faut construire un courant démocratique qui puisse représenter une alternative. Représenter comment? Avec des élections ou sans élections? D'abord le renforcer, donc agrandir ses rangs, agrandir son assise, montrer à la population qu'il y a une alternative possible portée par un certain nombre de partis politiques ou d'associations de la société civile. Et si vous avez ce courant qui est suffisamment fort, il peut reposer la question de la transition démocratique et revenir... Avec ou sans élection? Alors, si vous permettez, j'aimerais... Je vais juste finir là-dessus et revenir à ce qui était l'idée des partis politiques, c'est-à-dire une transition négociée avec le régime pour sortir de ce régime avec une élection... Avec les 40 voleurs, c'est ça? Vous les négociez avec eux? Alors, vous savez très bien de quoi je veux parler. Vous étiez à l'IXO, donc vous savez exactement de... J'étais invité, voilà, vous savez de quoi il s'agit. Mais donc, si vous allez à une... Je termine. Vous allez à une transition démocratique par des élections, par une instance de surveillance des élections libres et démocratiques, et donc par des élections démocratiques, vous pouvez renverser la vapeur. Comment vous allez justifier donc devant le peuple algérien que d'une part aujourd'hui vous dites qu'il faut boycotter les élections, et demain vous allez dire à ce même peuple algérien qu'il faudra participer aux élections? Ça risque d'être difficile en termes de pédagogie politique. Non, pas du tout. Nous étions prêts à participer à ces élections à partir du moment où le régime acceptait les conditions de l'opposition, qui n'était rien d'autre finalement que de poser une instance de surveillance des élections et d'organisation de surveillance des élections composée des partis politiques, et donc des partis du régime aussi, par définition, donc de l'ensemble, et c'était elle qui devait surveiller les élections. Et dans ce cadre-là, les règles du jeu pouvaient être claires et libres. Et comme nous arrivons presque à la fin de cette première partie, je vais laisser Rachid Nekez vous répondre ou nous dire ce qu'il pense. On va prolonger. Allez-y, dites-nous. Comment voyez, à votre avis, le fait de refuser des élections truquées à l'avance signifie qu'il ne faut plus proposer des élections même si elles sont propres et honnêtes? C'est ce qu'il est en train de dire. Je crois qu'il y a une part de, si vous permettez, une forme de naïveté. Vous savez, ça fait 55 ans qu'ils sont au pouvoir et je crois qu'ils ne vont jamais laisser d'autres partis politiques exercer le pouvoir à leur place. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Et même si on leur offre une transition douce, le temps de partir doucement, on ne les chasse pas, on leur laisse le temps de partir, on leur promet qu'on ne les poursuivra pas, de leur faire un tapis rouge pour s'en aller, pas pour venir. Vous savez, quelqu'un qui est au pouvoir, c'est comme un enfant qui a un jouet ou une poupée. Si vous lui enlevez son jouet ou sa poupée, ils vont donc dire il ne va pas partir alors. Il ne partira jamais. Donc on va le laisser. C'est pas ce que je dis. Alors je dis que si vous croyez
qu'il faut attendre des garanties des 40 voleurs pour qu'il y ait une transition démocratique, je crois qu'on m'a dit de moi que j'étais naïf. Mais apparemment, il y a peut-être plus naïf que moi. Non, ils ne partiront jamais. Sauf s'il y a une pression populaire massive. Mais vous êtes en train de dire non, il ne faut pas de pression populaire, il ne faut pas sortir Si. dans la rue, il Ah, faut si. aller dans les élections. Si, j'ai dit qu'il faut les deux. Il faut à la fois une mobilisation pacifique. Mais il y a massive. une mobilisation Non. pacifique en ce moment. Non, elle est pas active. Ah Elle bon est passive. Elle est pas D'accord. active. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer là-dessus. Je vous donne mon analyse. Hein. Elle est passive. Donc, je suis pour une forme de participation à la fois populaire, c'est-à-dire comme un peu ce qui s'est passé en Corée du Sud, où grâce à 1,5 million de gens toutes les semaines, ils ont destitué la présidente, comme au Brésil, donc on a bien vu les manifestations en Roumanie. Il faut que le peuple s'exprime pacifiquement et de façon massive. Mais il faut aussi, et c'est le sens de la démocratie algérienne, il faut que lorsqu'il y a des élections, le peuple participe massivement et vote pour une alternative Nous sommes politique. arrivés à la fin de l'émission. De toute façon, vous restez avec nous. Zoher Ruiz, malheureusement, est retenu. Il ne peut pas rester. Il nous a demandé de l'excuser dès le départ. Donc, il ne restera pas avec nous la deuxième partie. Nous le remercions de nous avoir Merci accompagnés. pour votre invitation. Merci beaucoup, Zoher Ruiz. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, d'ailleurs. Merci. C'est un plaisir également. C'est l'élite de demain, Inch'Allah. L'élite Ah oui, politique de oui, demain, oui, Inch'Allah. c'est de la jeunesse comme je l'aime, moi. Hein, c'est une jeunesse Comme on l'aime. engagée. Ouais, ouais. Vous aussi, vous êtes jeune. Oui, à moi, je suis un peu sur le comme ça, le vieux qui se permet de juger les gens. quoi. Donc nous allons arrêter là et nous allons recevoir d'autres invités. Merci Zoher Ruiz d'être avec nous. Au plaisir de vous revoir. Merci bien. Merci. Un petit intermède et nous revenons. Il faut être sourd pour ne pas écouter le fleuve qui gronde. Si, si, si. C'est le tournant. جماعة سي باديس واش راك؟ صافا لاباس؟ d'accord. On va avoir un plateau de 4, c'est magnifique ça. Ogier. Oui. On peut faire aussi. Sinon on perd du temps. Je crois qu'il est Khassokas.
Vous voulez en décoration? Je vous laisse celui-là en décoration. Je vous laisse ça en décoration. Dis-le test micro, s'il vous plaît. Hassan, C'est pour surtout la télé. Hassan, test micro, s'il te plaît. Oui. On m'entend comme ça? Bonjour. Allô, Azul Azul. Bonsoir. Allô, Eid Selam, vous m'entendez? Salam alaikum, ça va? Abbas, frère, ça va? Bien? Alhamdulillah. On Je ne sais m'entend? pas où est-ce que je... C'est bon? Test, test, test. Test, c'est bon? S'ils disent rien, c'est que c'est bon. هذا سي مسعود. السلام ورحمة الله. Ah, encore même un barbu. Comment comme ça moi, va? hein. C'est le seul barbu ici. Ça va bien? لاباس عايشين شاف. deuxième. toujours un plaisir. شاف. سعود وزيالة. أنا هك ولا هك؟ حسن حير. سعود وزيالة professeur, néphrologue. Enchanté. هك ولا هك؟ Néphrologue de réputation parisienne. Voilà. D'accord. Et néanmoins élu fils. Très bien. Voilà. Hassan Hairish, spécialiste de la PNL, universitaire, intellectuel Ramadan. de haut vol, et néanmoins RCD. Ex. Ex. Adam. Justement, moi je demande que ça. Moi. Je ne suis plus. C'est bon le positionnement? Aya, les invités, aya. C'est bon? Depuis 94. Test micro, مازال ما درت Même fin 93. سي مسعود سي مسعود قول عنده ما تهبطش راسك هضر نورمال هكا سي بون مهدي زيد هضر Vas-y. زيد Comme ça. toute la table de multiplication 2 fois 2, 4. alors Merci. c'est mieux À gauche? non hein C'est bon? Alors. dire test micro Test, régie test. رمضان C'est comment votre prénom? Badis. مايك 5 مايك 5 s'il vous plaît مايك 5 هذا مش مليح هذا كتب على الريجي ولا؟ faut faire vite on est en train de perdre du temps là hein. نعم. 1, 2, 1, 2. 3, 4. صح بارك الله فيك. Ramadan, les micros, qu'est-ce qui se passe? On est en train de perdre du temps là. Madame? Hey, silence plateau s'il vous plaît. Il peut tester les micros, c'est bon. On a testé tous les micros. Tous les micros sont bons? Vas-y, c'est bon. Allez, بداو, c'est bon. Quelle élégance, machin. Toi, c'est jeunesse, là. Ça, mon temps est passé. C'est le tien. Abdallah. Nous, on se bat pour des gens. يا سيدي راح نقعدوا العام الجاي ولا؟ S'inspire de ce que vous avez fait. S'inspire de ce que vous avez fait pour essayer d'ajuster le tir. On va essayer de faire une discussion à bâton rompu, sans véritable protocole. On parle de la situation. On parle de la situation telle qu'elle est en train de se décliner. Il semble que ça se passe très mal pour le régime. En France, il semble qu'ils ont difficilement atteint les 4%. Les 4% dans toute la France. Aux États-Unis, au Canada, ils n'ont pas atteint 1,5%. 1,5%. Même pas 1%. Et ils sont en train de paniquer. Le ministre des Affaires religieuses sont violemment pris aux deux
deux artistes qui ont fait des vidéos, là, Anstina ou Laura. Il les a menacés de choses, t'attaquer au Ferrasol, ou t'attaquer au Voilà, comme d'habitude. C'est l'Italien Sétif, il a fait un discours hallucinant, on l'a passé en première partie. Ah, très bien. Il demande aux femmes d'inciter. Salam alaikum Mazoul, bonsoir de nouveau. Donc deuxième partie de cette émission couverture spéciale sur les élections, notamment les élections en France qui ont débuté donc hier et avant-hier, avec une interruption jusqu'à jeudi, chose inédite jusque-là parce que l'État français a demandé au régime algérien de suspendre donc la période électorale pour ne pas gêner les élections françaises. Ce qui a été exécuté droit sur la couture du pantalon, bien sûr. Et donc voilà, je reçois d'autres amis qui sont avec nous maintenant pour en discuter. Docteur Messoud Ouziala, néphrologue, néanmoins élu, ex-élu du FIS, interné des Camps du Sud. Merci d'être avec nous, Simsaoud. Merci à vous. Je rappelle que votre maman, que je connais très bien, j'aurais voulu la voir et je vous ai plusieurs fois demandé de nous la ramener pour qu'elle puisse participer avec nous. Pourquoi elle n'est pas venue? Moi, je viens du travail, là, je viens de l'hôpital, donc elle n'était pas prévue au programme, mais je peux lui transmettre. Il faut lui transmettre. Je lui avais dit de vive voix la dernière fois. Pas de problème. Merci en tout cas. Rachid Nekaz, qu'on ne présente plus puisqu'il était avec nous à la première partie. Badis Khnissa, président cofondateur à Club Émergence et néanmoins représentant, je crois, membre fondateur. Membre du comité central. Membre du comité central de Talal Houriyat. Talal Houriyat. Et mon ami Hassan Herish, spécialiste de la PNL, docteur en sciences économiques. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous tous d'être avec nous. Moi, je vous propose comme on dit. On discute comme ça à bâton rompu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, M. Ouziala, de cette farce électorale? Surtout que maintenant, on a vu ce qui s'est passé en France. Des bureaux totalement vides, désertés. On nous a même rapporté qu'ici même à Paris, dans deux autres villes, ils affrétaient des camions qu'ils remplissaient de gens juste pour entrer et sortir dans les bureaux de vote. Pour que les caméras de leur télévision, quand ils viennent filmer, ils donnent l'impression d'une influence relative, disons. Ce que vous décrivez est en fait malheureux pour un pays comme l'Algérie, parce que dans tous les pays du monde, lorsqu'on a les pays qui se respectent, quand on a des élections législatives, c'est vraiment la fête du peuple, c'est les gens qui choisissent leurs élus. Tout le monde est concerné parce que c'est la base de la démocratie dans tous les pays. En Algérie, malheureusement, on récolte toutes ces années depuis l'indépendance de divagation, de perte de temps, d'oubli, et tous les méfaits qui ont été faits au peuple algérien. Il faut absolument comprendre que ce peuple ne va pas éternellement être soumis. Le peuple se réveille, peut-être qu'il s'est déjà réveillé en 91, il a été remassacré, et voilà encore une deuxième vague qui arrive. Et nous, ça ne nous étonne absolument pas de voir les gens refuser de participer à cette farce. Les gens, la conscience... comment ça ne vous étonne pas, puisque c'est la première fois que ça arrive? Personnellement, on doit avoir le même âge, vous et moi. Je n'ai jamais assisté à une telle résistance des Algériens, d'une façon, dans toutes leurs mouvances, dans toutes leurs différences. Ils sont tous vent debout contre ces élections. La conscience populaire commence à comprendre qu'on ne peut pas la mener par le bout du nez quand on veut et comme on veut. Quand on a affaire à un président qui est absent, quand on a affaire à des politiques qui insultent le peuple, chacun à sa manière, quand on a affaire à l'arbitraire, au fil du temps, au fil des années, les gens se réveillent et se révoltent à leur manière. Et donc ça, c'est le réveil, à mon avis, c'est le réveil qui commence. Hassan Herish. Nous,
En Kabylie, on a l'habitude de la vacuité des bureaux de vote. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu des élections, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, où il n'y avait absolument personne. Mais c'était de l'abstention. De l'abstention. Ce n'était pas du boycott aussi actif. Si, c'était des appels au boycott. Ah bon, hein? Ah oui, absolument. Ouais. Des partis politiques, des associations, des personnalités, etc. Moi, en ce qui concerne l'élection d'aujourd'hui, j'ai envie de donner 4 points. Le premier point, c'est par rapport au régime. On sait que c'est un régime égocratique, et donc il a toujours raison, et donc c'est toujours lui, c'est toujours les mêmes qui doivent être au pouvoir, qui doivent être dans les institutions, etc. C'est la reproduction de la même nomenclatura. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce sont les élections d'une façon générale, que ce soit celles-ci, les législatives de 2017 ou les présidentielles ou les autres élections. C'est un processus falsifié, c'est un processus depuis l'indépendance qui a en fait reproduit le système colonial où on trafiquait au vu et au su de tout le monde les élections, quelle que soit leur nature. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Pourquoi cette fois-ci, cette montée au créneau? Je vais en arriver là. Le troisième point, c'est les candidats. Vous avez les candidats du système qui sont là pour reproduire justement ce système tyrannique, ce système fermé, ce système, on va dire, de l'ancien système soviétique. Et vous avez enfin, quatrième point, que je veux quand même évoquer, quelques rares candidats sérieux, honnêtes, et qui sont quand même là. Bien sûr auxquels on peut dire qu'ils cautionnent justement ce processus-là, mais qui sont là et qui nous disent on a envie d'avoir une tribune, on a envie d'avoir une tribune, on a envie de montrer justement que ce pouvoir-là est en train de magouiller, etc., etc. Alors pourquoi aujourd'hui ça a pris des proportions énormes? C'est parce que nous avons depuis 1962 vécu une spirale déceptive. L'Algérien a vécu une spirale déceptive. Aujourd'hui, nous sommes dans une société complètement déprimée parce qu'il n'est pas possible de réaliser les rêves. Les rêves sont bâillonnés. Il n'est pas possible d'avoir sa propre culture. Les cultures sont mutilées. Il n'est pas possible d'avoir sa vraie histoire. L'histoire est travestie. Il n'est pas possible d'avoir une liberté d'expression. L'expression est complètement bâillonnée. Et donc, l'Algérien, à force, au cours des générations, d'accumuler. Quand on accumule autant de brimades, autant de vexations, autant d'exclusion, de marginalisation, eh ben, l'Algérien, qui est de nature rebelle, qui est de nature frondeur, eh ben, arrive un moment où la marmite bouillonne, où il y a un trop-plein, et c'est l'explosion. Comme je l'ai entendu tout à l'heure de votre bouche, le peuple algérien est aujourd'hui en colère. Au train où vont les choses, il semble que le régime lui-même ne s'attendait pas à de telles extrémités, hein, pour utiliser un mot gentil. Est-ce qu'il pourrait être tenté aujourd'hui par soit l'annulation avant jeudi, soit l'invalidation si jeudi aussi, dans le pays, il s'avère que le boycott est aussi immense et massif que le laissent penser les événements? Écoutez, si vous me le permettez, dans un premier temps, j'aimerais juste peut-être contextualiser effectivement ce boycott, cette abstention massive que subit ces élections, qui finalement ne sont pas le fruit du hasard, loin de là. Ce boycott, finalement, si on arrive à lui apporter une lecture en filigrane et le déchiffrer frontalement, d'une manière pragmatique, on va s'apercevoir que ce boycott, cette abstention, est finalement un cri d'alerte, un signal fort du peuple algérien. À défaut de ne pas pouvoir justement exprimer son vote, qui est détourné, qui est dénaturé, il l'exprime par l'abstention. Finalement, un message pacifique et peut-être plus efficace, malheureusement. Ce boycott est également le fruit, quelque part, de l'absence d'offres politiques, qu'on se le dise. Tant et si bien que si elle existait, quand bien même elle existait, elle est soporifique, elle est ennuyeuse.
encore moins qui répond en fait aux attentes des Algériens et des Algériennes. Vous voulez parler de l'opposition? Non, je parle de l'offre politique du régime, du gouvernement qui est censé justement... je crois qu'elle est plus que soporifique. Qu'on se le dise, effectivement. C'est pour ça que je veux vraiment apporter cette lecture pour dire qu'au-delà que le boycott soit un fait, une logique naturelle, je dirais, dans la culture électorale. Un aboutissement. Absolument. Mais au-delà de ça, c'est aussi un cri d'alerte, c'est une colère, c'est une lassitude. Mais est-ce que le régime va l'entendre pour une fois? Parce que, je ne sais pas, moi, à la place du régime, très franchement, moi, si j'étais le régime, je me dis là, il ne faut pas trop tenter le diable. Parce que là, à la limite, ça reste gentil, ça reste calme, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ils vandalisent des panneaux électoraux, ils accrochent des sacs poubelles dans les panneaux électoraux, ils vendent des chansons, des parodies, ils vendent dans les Facebook. Mais il ne faut pas trop pousser parce que, donc, il vaut mieux annuler ces élections avant jeudi. Sinon, si on en va attendre jeudi, allez, on va voir, peut-être que ça va bouger. Et si ça ne bouge pas jeudi, il vaut mieux invalider, parce que cette fois-ci, s'ils font passer un Parlement à 5 ou 6% des voix, vous imaginez que les gens ne vont pas se laisser faire, comme d'habitude. Non, mais ils ne reculent devant rien. Je pense qu'ils vont quand même valider, même à 0%, parce qu'ils ont l'habitude, ces régimes-là, le régime algérien, c'est un régime même avec un très faible taux de participation. Même rien. Un boycott, ce n'est pas une résignation, c'est un boycott. Mais chaque élection, M. Benchenouf, chaque élection en Algérie est un coup d'État. Alors, un coup d'État de plus. Je reviens à vous dans garder le fil. Pour répondre à votre question, moi je pense que non. Je rejoins mon ami sur son avis, qui est pertinent. Finalement, ce régime a tenté depuis des décennies de mettre sous tutelle la liberté de pensée du peuple algérien finalement. Il n'invalidera pas? Certainement pas. Du moins, quand même, j'émets certaines réserves sur le sujet. Sur ce point. Vous savez, avant, on avait des référendums à 99% en Algérie, même s'il y avait peut-être que 20% des gens qui ont participé. En 2012, la participation officielle, c'était à peine 30%. Oui. Et nous avons quand même eu un Parlement. C'était quand même 30%. Avec un peu de bourrage. Mais dans les faits, c'était peut-être 12 ou 15. 6%. Là, je rejoins M. Hirech. Oui. Même s'il y a 1%, ils diront qu'il y a 30 ou la 25. Ils n'invalideront pas. Jamais de la vie. Là. Moi, je suis un grand naïf. Je suis un doux rêveur. Non, vous savez, avec les médias, on peut faire croire que beaucoup de gens ont participé. Vous l'avez dit vous-même, vous amenez des gens dans des bus, un peu comme dans les meetings. Vous mettez la bonne caméra au bon moment et vous faites croire à tout le monde qu'il y avait un fort taux de participation. Ils ont appris tout ça chez les Russes, dans les démocraties formelles des pays de l'Est dont je parlais tout à l'heure, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie. Ils faisaient exactement la même chose qu'aujourd'hui en Algérie. L'Algérie applique le même modèle démocratique que les républiques communistes dans les années 70 et dans les années 80. Tant que le peuple algérien restera chez lui, en regardant la télévision ou en restant derrière Facebook, ça ne bougera pas. À quoi vous appelez alors? À la résistance active? Moi, je suis, contrairement à mes concitoyens algériens, moi je suis favorable à une participation massive. Au vote? Oui, avec par exemple un bulletin blanc, par exemple, à l'échelle. Où là on met Boumediene. Donc là, je vais vous démontrer, là je vais vous couper, je vais vous démontrer que c'est vous le grand naïf et le doux rêveur. Je vais vous démontrer. Parce que ce régime, il dit tout ce qu'on veut, sauf suicidaire. Comment? Il va vous laisser gentiment, comme un grand, arriver comme ça, grosse chaussure. Lui, il fait tout pour que ce soit le RND et le FLN qui passent. Il vous laisse quelques petits trucs pour faire un peu de cinéma dans les travées. Et vous voulez arriver, vous lui ramenez des gens qui vont le chasser? Ils ne vont même pas laisser être candidat. Donc ça veut bien dire qu'ils ont peur des vrais candidats. Non, ben là c'est la preuve inverse. Alors si vous envoyez beaucoup de gens voter, ils vont être de la matière première pour la fraude et le bourrage. Je ne crois pas. Moi, je suis de l'avis des frères ici. Il est impossible que le régime revienne en arrière. Ils ne connaissent pas ça, donc ils sont prêts à tout. Ils ont tracé leur voie, quel que soit le résultat des urnes. On aura les chiffres qu'eux voudront nous donner et ce sera fait comme ils l'ont toujours fait. Donc les seules fois où ils ont laissé le peuple à peu près libre pour voter, ils ont eu la déculottée, donc jamais ils ne referont ça. Donc ils mettent des barrières partout, ils veulent contrôler tout, et quel que soit le nombre
de votants. On aura les chiffres qu'eux voudront et puis ce sera fait comme ça. Ça, c'est la nature du régime qui veut être amovible, mais qui ne veut absolument pas du tout quitter le pouvoir. Donc il veut bien bouger un peu, on veut bien nous faire bouger certaines figures, certaines personnes, certains gens, mais le régime en lui-même, l'essence du régime est toujours là. Et c'est ça le drame du pays. Mais maintenant, j'aimerais que nous discutions quelque chose de très concret. Les Algériens sont en train de nous regarder. Ils se disent, oui, c'est vrai, ces gens-là, ils sont en train de faire le constat des choses. Mais nous, on est inquiets. On aimerait bien savoir ce qui va se passer. Alors, à votre avis, d'abord, dites-moi ce qui va se passer selon vous. Et ensuite, qu'est-ce que vous conseillez aux Algériens de faire les uns et les autres? Qui se lancent? Moi, personnellement, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un État puissant qui a une armée puissante, une police puissante, qui a des services de renseignement particulièrement puissants. C'est parmi les plus performants dans des grands pays. Hein. Donc je pense que le régime anticipe ces choses-là. Il n'anticipe pas d'un point de vue économique, d'un point de vue éducatif, d'un point de vue de l'écologie, etc. Mais il n'anticipe à rien qui puisse servir le pays, qui puisse servir le peuple algérien. Sauf sa survie. Mais il anticipe pour garder le pouvoir. Sauf sa survie. Sauf sa survie. Absolument, pour garder le pouvoir. Hassan Hersh, je vais vous interrompre, je m'excuse, je suis désolé. Mais c'est très très important. Et la question est à vous, justement. Vous êtes en train de nous dire, de toutes les façons, il y a un État puissant qui contrôle un peu tout. Moi, je vais vous dire quelque chose, mon sentiment. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le haut commandement de l'armée a annulé le vote dans les casernes? En ce faisant, il prive le régime d'un bloc de vote acquis. Donc il le prive. Ça veut dire, moi, rien ne m'interdit de penser que ça a été fait exprès. Qu'à l'intérieur du système, il y a des gens qui veulent saboter les élections. Attendez. Oui. Le deuxième point. Quand le ministre des Habous, moi je dis le ministre des tabous, leur tabou, a demandé aux imams de faire un prêche vendredi très dur pour promettre l'enfer à ceux qui ne votent pas, etc. Curieusement, 95% des imams ont refusé. Bon, les gens ont expliqué ça, le retour de conscience des imams, ils ont eu de la conscience, ils ont dit non. Ça, on ne nous fera pas avaler parce qu'on les connaît, nous, les imams. Ils obéissent. Et là, moi, qu'est-ce qui m'interdit de penser qu'une voix plus forte que celle du ministre des Habous a dit non, vous ne le ferez pas. Ce serment, n'appelez pas les... Donc cet État, a priori, n'est pas aussi puissant que vous êtes en train de le dire. Je ne sais pas, ça peut être aussi des leurres pour dire, vous voyez, on a voulu faire comme d'habitude, etc. Mais la preuve en est que cette fois-ci, on ne fait pas comme d'habitude. Et donc nous vous montrons au moins deux preuves qui vont montrer au peuple algérien qu'ils peuvent aller tranquillement aux urnes et que ce sera un vote transparent, des élections transparentes, etc. Mais ça, c'est toujours des subterfuges du régime dont on a l'habitude depuis 1962. Je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire, vous direz pourquoi vous n'êtes pas convaincu. Moi, je pense très honnêtement que le régime algérien, s'il voulait véritablement un changement, ce n'est pas par des législatives de 2017, cela se prépare. Cela déjà passe par le respect des partis politiques, le respect de la société civile, le respect des associations, le respect de tout un processus. On n'attend pas la dernière minute pour dire ça y est, ça va être le grand changement, on va faire des élections libres et transparentes. C'est absolument un leurre et personne n'y croit. Je ne suis pas convaincu que ce soit un leurre. Certes, c'est un avis qui se respecte et que je respecte et est pertinent. Mais je pense que le régime aujourd'hui a dû recevoir certainement, d'une manière d'ailleurs inattendue, un coup de massue. Ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure la sortie de Sellel ce matin ou hier lors d'un déplacement. Monsieur le ministre des Affaires religieuses également, en plus qui plus est dans une manière très désinvolte et très déconnectée de ce que devrait être un ministre, c'est-à-dire de la prestance et du charisme et un certain degré de respect envers ses concitoyens. Donc on est vraiment typiquement, ce que je disais tout à l'heure, dans une démarche de mise sous tutelle
quand il y a des clauses de conscience qui se font, on va dire, ressentir ici et là. Mais pourquoi je ne suis pas vraiment d'accord? Parce que aujourd'hui, plus que jamais, justement, cette sortie, ces expressions inopinées, inattendues de certains membres de l'exécutif qui sont finalement des exercices claniques, parce qu'ils appartiennent en fait à un bord contre peut-être un bord. Et ça, je pense qu'on le sait depuis quelques temps déjà, qu'il y a une tension clanique au sein même du régime. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui que même au sein même de l'organisation des élections, nous avons vraiment deux lectures aux antipodes finalement de ce que devraient être justement des législatives un jour de fête dans des pays qui se disent démocratiques et non pas démocrature. Aujourd'hui, ce régime justement essaye de redistribuer les cartes, d'essayer de on va dire rétablir l'échiquier politique qu'il a perdu depuis quelque temps déjà. Hein, j'en passe les étapes qui sont plus ou moins succédées, qui ont fragilisé ce régime-là. Donc aujourd'hui, ces élections, au-delà que de la crainte que ce soit un flop total par l'abstention massive, il y a aussi une autre crainte qui est la plus significative. Cette crainte, elle est envers l'opinion internationale, parce que c'est ce qui prime pour ce régime finalement. Vous savez, pour le peuple algérien, ça reste un sujet marginal qui finalement appartient de leur équation à plusieurs inconnus. Donc il est au second plan. Ce qui leur importe le plus aujourd'hui, c'est cette crédibilité, cette légitimité qu'ils ont perdue. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire une transition. Rachid Nekez, quand ce régime a reçu Macron, et après lui avoir signifié son soutien, ils ont tout fait pour faire croire à Macron et à son équipe qu'il dispose d'une possibilité de faire appel, de lancer des consignes de vote pour voter Macron au deuxième tour. C'est-à-dire, façon de dire, nous sommes un lobby, nous sommes un truc. Et là, avec leurs 4 petits % de participation, ça veut dire qu'ils n'ont même pas pu convaincre les Algériens de voter pour eux-mêmes. Comment les Français vont prendre cette grosse déculottée? Je crois que vous savez aussi bien que moi, lorsqu'un responsable politique français se rend à Alger, c'est uniquement pour une seule raison, c'est pour amener un peu d'argent pour financer sa campagne électorale. Ah là, c'est vous qui le dites, Rachid Nekez. Moi, je n'ai rien dit, moi. Et je le confirme publiquement. D'accord. C'est la seule motivation des hommes politiques français lorsqu'ils vont à Alger. Qu'il s'appelle M. Montebourg, qu'il s'appelle M. Juppé ou qu'il s'appelle M. Macron, c'est toujours pour amener un peu d'argent. À l'époque, il faisait ça au Gabon avec M. Omar Bongo. Aujourd'hui, c'est l'Algérie. Mais elle n'a plus d'argent, l'Algérie. S'il y a toujours de l'argent pour acheter le silence, des multinationales et pour acheter le silence des gouvernements européens. Et des consignes de vote, il n'y croit pas, Macron, qu'il puisse donner des consignes de vote pour lui? Mais je vais vous le dire. Oui. Le ministère de l'Intérieur français sait très bien que dans les quartiers populaires, le taux de participation à toutes les élections, c'est à peine 15% par rapport aux inscrits. Il est extrêmement faible. Il n'y a pas de vote communautaire en France. Il n'y a ni un vote musulman, ni un vote algérien. Ça n'existe pas. Vous savez, les Algériens en France font partie de ce qu'on appelle le prolétariat. Ils s'en foutent complètement des élections. Si on ne leur donne pas un appartement ou un travail, ils ne votent pas. Voilà, il n'y a pas, c'est pas des intellectuels, la majorité des Algériens. Ils ne votent pas parce qu'ils se sentent marginalisés. Il n'y a pas que ça. Non pas parce qu'ils sont désintéressés ou qu'ils sont dépolitisés. C'est parce qu'ils sont marginalisés. Ils en parlent beaucoup de la politique. Mais de là, aller voter, aller dans un bureau de vote, se lever un dimanche matin, non, ils ne vont pas le faire. Je l'ai vu. En 2007, j'ai présenté 58 candidats aux élections législatives avec des Mamadou, des Mohamed et des Karima. Vous savez combien on a eu comme nombre de votants? 10 000. On a fait entre 0,47% et 1,2%. Je le sais. Les musulmans et les Algériens ne votent pas. Et comment le régime est en train d'essayer de faire avaler à Macron et à son équipe qu'ils sont en mesure de lancer des consignes de vote en leur faveur? Il ne fait rien avaler du tout. Macron, quand il est parti à Alger, c'est pour de l'argent. Rien de plus? Il ne croit pas en les consignes de vote? Mais Macron, c'est un intellectuel, il a les chiffres. Il était secrétaire général à l'Élysée. Il sait très bien que les Algériens ou les musulmans ne votent pas en France. Il le sait pertinemment. M. Adouziala, sur la même question. Moi, je suis un petit peu d'accord avec notre ami Guez. C'est
les politiques français, quand ils se déplacent en Algérie, c'est pour l'intérêt de la France. C'est absolument pas du tout pour l'intérêt de l'Algérie, loin de là. Et de tout ce qui est normal, hein, donc ils font leur boulot. Alors, demander aux politiques français de croire à ce que disent les officiels algériens et vraiment d'y croire et se laisser berner par ça, moi j'y crois pas du tout. Je ne pense pas. Les consignes que peuvent donner les différents consulats, d'abord il faudrait qu'ils le donnent d'abord aux Algériens eux-mêmes pour qu'ils votent pour les législatives algériennes. Ensuite ils vont s'occuper des autres. À mon avis ça tient pas du tout la route. La politique française, elle se fait normalement, naturellement. Et M. Neguez dit que les gens vont là-bas pour récolter de l'argent peut-être, mais ils vont aussi pour faire avancer la France. C'est leur intérêt. Et c'est de bonne guerre. Normal. C'est de bonne guerre, mais c'est normal, c'est normal. Les Algériens devraient faire comme ça. Si on avait, nous, des gens responsables en Algérie, ils devraient, si on les demande... Ils s'inquiéteraient de l'intérêt de leur pays. Exactement, et de ne pas, comme on disait tout à l'heure, s'inquiéter de leur pérennité, d'aller aux quatre coins du monde pour aller faire les affaires sur le blé le moins cher, sur le sucre le moins cher, acquérir l'intelligence et développer le pays. Malheureusement, c'est absolument pas du tout ce qui se passe chez nous. Donc il ne faut pas du tout... Puisque c'est même l'inverse, puisqu'ils font partir et fuir et se sauver des centaines de milliers de gens qu'ils ont payé très cher pour les former. Vous-même. Exactement. Hein? Exactement. Combien vous avez coûté, M. Ziala, à l'Algérie en formation depuis votre école primaire? Je n'ai jamais chiffré, je ne sais pas, mais vous savez, ce qui est toujours dramatique, c'est la perte des hommes. Un pays ne peut pas se construire sans hommes. La politique d'un pays se fait avec des hommes. Et quand vous avez des hommes intègres, quand vous avez des hommes qui ont la connaissance et qui aiment leur pays, à ce moment-là, cet investissement est toujours productif. Il y a combien de médecins algériens en France? Au dernier recensement des différentes instances, il y aurait entre 12 000 et 14 000 médecins exerçant en France. Algériens? Algériens, je parle des Algériens. Ça veut dire qu'ils ont été formés en Algérie, qui sont venus. Ce n'est pas des franco-algériens. Ah non, je parle des gens qui ont eu le diplôme en Algérie et qui, pour différentes raisons, sont venus s'installer en France. Le chiffre est entre 10 000 et 14 000 Algériens. En 2014, c'était 10 042, l'ordre. Ça veut dire que ça va en... L'ordre des médecins. Oui, ça ne fait qu'augmenter, bien sûr. Juste une précision, si vous permettez. Oui. Et c'est important, parce que les gens n'ont pas lu le programme de M. Macron. Dans le programme de M. Macron, il est dit qu'il est favorable à la stabilité des régimes existants. En clair, il ne contestera jamais les 40 voleurs en Algérie. Non, je vais vous interrompre. Moi, j'ai lu un article sur Jeune Afrique où il a déclaré qu'il ne se prêtera jamais aux relations de connivence avec les pays africains. Et l'Algérie, à ma connaissance, est en Afrique. Ça s'appelle « il ne contestera pas la stabilité des régimes ». Oui, mais qui dit avoir des relations... Ça veut dire avoir des relations de connivence avec le régime algérien, ça veut dire lui permettre de rester. Oui, absolument. Et vous dites la même chose. Et lui dit non, je ne le ferai pas. Si, ils vont rester. Et Ali Benouari, à qui j'ai posé la question, il m'a dit, c'est simple, il ment. Mais c'est dans son programme, il faut lire son programme. Il est pour la stabilité des régimes, pour éviter que ça devienne comme la Libye ou la Syrie. De toute façon, je pense que les Algériens n'attendent pas que le changement vienne d'une puissance étrangère. On a vu ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, au Yémen, etc. Dès lors que le changement vient d'une puissance étrangère, c'est toujours dans l'intérêt de cette puissance étrangère. Donc je pense que les Algériens sont conscients de ça et que le changement doit venir de nous et uniquement de nous. Mais il faut nous dire comment, Hassan. Il faut nous dire comment. Comment on doit faire il nous reste environ 25 minutes. J'aimerais que nous les consacrions à dire à nos compatriotes ce qu'il faut que nous fassions, c'est-à-dire du moins c'est notre avis que nous leur donnons. Alors donnez-nous votre avis. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Moi je vais vous donner un avis qui peut être contesté ou contestable. Bien sûr, évidemment. Moi je pense que si les autres régions suivaient la Kabylie, dans son adversité contre ce régime, dans sa lutte quotidienne, je dis bien quotidienne contre ce régime, je pense qu'effectivement on balayerait ce régime en 48 heures. Il y a eu des moments clés. Je vous confirme quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, à Bjaïa, il y a eu une grosse marche à Bjaïa. Oui, mais c'est à l'occasion du 1er mai, c'est l'occasion que nous prenons pour saluer
tous les travailleurs. C'est tout le et temps. tous les chômeurs aussi. Quand les Algériens vont Oran, comprendre Oran, on vient de me dire à l'oreillette qu'à Oran, oui. les gens ont marché aussi. Ben c'est parfait. Quand les Algériens comprendront que ce régime fait tout pour nous diviser, quand les Algériens se rendront compte que la Kabylie ne cherche pas à diviser le pays, au contraire, elle a toujours cherché à renforcer le processus démocratique, à se battre pour que ce régime puisse être balayé d'une façon radicale. Elle s'est battue pour instaurer la démocratie. Il y a eu des centaines de morts. En 2001, il y a eu 128 morts assassinés par les gendarmes. La Kabylie a chassé les gendarmes de son territoire. Et je pense qu'en se mobilisant dans les associations, dans les partis politiques d'opposition, dans les organisations, les ordres des médecins, les ordres des avocats... Pourtant, en Kabylie, le RCD et le FFS, qui sont les deux plus grosses formations en Kabylie, sont participationnistes toutes deux aux élections. Parfois, elles participent, parfois non. Non, cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, effectivement, parce qu'il y a cette menace, paraît-il, du pouvoir qui dit qu'un parti qui n'aurait pas 4% de l'électorat dans ces élections ici n'aurait plus de légalité pour fonctionner, n'aurait plus de sièges, n'aurait plus de subventions, etc. Donc, ils ont répondu, en fait, à des menaces. Nous sommes dans ce cas, les citoyens aussi devraient répondre aux menaces. Si vous ne votez pas, on ne vous donne pas le logement, donc je vote. Oui, malheureusement, écoutez, j'ai rencontré une dame hier dans le métro, comme par hasard, que j'ai connue, qui est enseignante pour l'alphabétisation, formatrice dans les quartiers, dans une banlieue de Paris, et qui me disait qu'elle revenait du consulat de Vitry. Et je lui dis, tu vas pas me dire que tu es allé voter. Elle m'a dit si. Je dis, mais c'est quand même incroyable. Tu crois encore aux élections? Elle me dit non, j'y crois pas un seul instant. Je lui dis alors expliquez-moi votre geste. Elle me disait, j'ai peur qu'en allant à Alger, qu'on me demande la carte électorale et qu'il n'y ait pas le tampon dessus et qu'éventuellement on me crée des difficultés. Donc, on est encore dans un système qui fait peur et je pense que si on doit avoir une réponse, c'est de dire aux Algériens ne pas avoir peur, s'engager dans les associations, les partis politiques, les syndicats, dans tout ce qui est organisation, qui n'est pas une organisation du système, et nous vaincrons. Badis Khenissa, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, sans prétendre avoir la science infuse ni une réponse exhaustive, je dirais aujourd'hui, le rayonnement de l'Algérie passe inéluctablement par la réappropriation de sa pleine citoyenneté. C'est-à-dire, nos concitoyennes et concitoyens doivent impérativement reconsidérer le devoir de responsabilité. Aujourd'hui, nous l'avons vu, nous l'assistons d'ailleurs. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui on est autour de cette table, pour parler du boycott massif. C'est un message fort que nous donnons justement à ce régime. Je rappelle que votre formation, Talal El-Houriyat, ne s'est pas prononcée pour un boycott franc et massif, mais pour la non-participation. Écoutez, vous réitérez encore la subtilité je le rappelle parce que... Quoique la finalité est la même. Voilà. Certes, mais... Il n'aime pas quand je fais la distinction entre démocratie et état de droit, mais il veut la faire entre abstention et boycott. La finalité est la même. La finalité est la même. Ceci étant. Mais justement, vous me permettez de rebondir. C'est comme ceux qui disent il faut barrer la route à Le Pen, mais sans appeler à voter pour le Macron. Si vous me permettez, donc... Et ça me permet de rebondir sur un autre aspect. Il faut que la société civile algérienne soit une force de proposition, qu'elle soit plus dans l'expectatif, qu'elle soit vraiment dans l'action, dans le mouvement. Mais elle n'existe pas en tant qu'entité. Elle arrivera à le faire. Elle arrivera à le faire, bien évidemment, avec une synergie de forces multiples, bien évidemment. Quand je dis la société civile, accompagnée justement de forces de proposition politique. Je disais tout à l'heure en introduction sur cette absence d'offres politiques qu'on devrait justement essayer de réactiver quelque part par des projets. Parce que le peuple algérien a besoin de quoi finalement aujourd'hui? Parce qu'au-delà de la discussion qu'on est en train de tenir aujourd'hui vis-à-vis du boycott et de l'abstention. Les gens qui nous écoutent, M. Djamadi, juste un mot. Pardon, je reviens à vous, Badisri. Oui, juste un mot. Je pense très honnêtement que ça sera possible d'arriver à un changement si les vrais opposants, et tous les opposants, quelle que soit l'obédience, commençaient à se faire confiance et commencer à agir en commun.
Vous êtes l'un et l'autre face à face, M. Diziala et Hassan, tendance RCD, tendance PIS. Vous êtes autour d'une table en train de parler de l'Algérie, du peuple algérien. Absolument. Vous êtes en train de soutenir le peuple, l'un et l'autre. Et on n'a aucun problème. Voilà. C'était mon point suivant, justement. Quand je disais être en mouvement et être en action, c'est justement essayer de s'attarder sur ce qui nous unit. Converger sur ce qui nous unit finalement. C'est quoi qui nous unit? Et non pas ce qui nous différencie. Ce qui nous unit, c'est de sortir de ce régime. Non, mais le régime, éviter la mise en faillite de l'Algérie, par exemple. Non, mais il a raison, Rachid. Non, mais éviter la mise en faillite de l'Algérie, ça reste très très vague. Ça reste qui va l'éviter, qui derrière, quelle est cette entité abstraite. Écoutez, moi, j'aimerais que vous me disiez des propositions, par exemple, je ne sais pas moi, lancer. Moi je me lance. Allez. Moi je lance un appel. Je lance sérieusement un appel à tous les jeunes du pays, chaque jeune, dans chaque quartier, d'organiser des comités de quartier. Chaque quartier organise son comité de quartier. Quel est son rôle, ce comité de quartier? Prévenir toute violence dans le quartier, empêcher toute violence de s'installer dans le quartier. En cas de problème, faire en sorte de protéger le quartier, d'empêcher quiconque de prendre une pierre, d'allumer le feu, de mettre le feu à une voiture. Ça veut dire empêcher ce régime de se servir de sa meilleure arme, qui est de nous fourvoyer dans la violence pour venir après en sauveur, soi-disant pour arrêter la violence. Voilà par exemple. Le pyromane qui vient éteindre le feu. Absolument. C'est connu. Donc, c'est une excellente proposition. Mais moi, vous savez, j'entends souvent le mot régime sur cette chaîne de télévision. Je crois qu'à mon sens, c'est une erreur de parler de régime. Je crois qu'il faut qu'on distingue. D'État ? Non, je crois qu'il faut qu'on distingue ce que j'appelle les 40 voleurs, ceux qui s'accaparent les richesses du pays, et les institutions. Il ne faut pas qu'on mélange le tout. Parce que si vous mettez tout le monde dans le même sac, si vous mettez la police dans le même sac, les services de renseignement dans le même sac, l'armée dans le même sac, et vous les mélangez avec les 40 voleurs qui font du mal, si vous permettez, nous n'avons pas mis tout le monde dans le même sac. Une police qui est au service des 40 voleurs. Vous appelez ça une institution? Tant que vous parlez de régime, elle sera au service des 40 voleurs. Mais si vous dites qu'on n'a rien contre la police, rien contre la gendarmerie, malgré ce qu'elle a fait en 2001, et je suis d'accord avec vous, si on n'a rien contre l'armée, et qu'on dit, notre problème à nous, c'est ces 40 voleurs qui parlent au nom de l'Algérie, qui représentent l'Algérie internationale, qui ont vendu 100% du gaz d'Illizi à la France, à l'Italie, à l'Espagne, qui ont vendu 65% du gaz d'Adrar à la société Gaz de France, qui ont vendu 80% des gisements pétroliers aux Américains. Là, vous séparez les choses. Et là, tout d'un coup, l'armée, elle ne dit pas qu'ils sont contre nous. La police ne dira pas qu'ils sont contre nous. La gendarmerie dira qu'ils ne sont pas contre nous. Alors concrètement, je vais donner la parole à M. Concrètement, et quand vous avez neutralisé, je vous redonne la parole. Et quand vous neutralisez ces 40 voleurs, là, vous pourrez peut-être espérer que l'armée soit avec nous, la police soit avec nous, la gendarmerie soit avec nous, et là, les 40 voleurs vont se sentir bien seuls. Ça veut dire que vous êtes en train d'appeler ces forces, j'allais dire sécuritaires, à se mettre du côté du peuple, du côté des boycotteurs, du côté de la dynamique qui est en train d'avancer? Je souhaite qu'on ne dise pas le régime, parce que tant que vous dites le régime, vous mettez tout le monde dans le même sac. sac. Pour ne pas les mélanger. Mais bien sûr, il ne faut pas mélanger. C'est pour ça que c'est important de distinguer démocratie, état droit, boycott, abstention. C'est très important de nommer les choses et de faire des différences entre les mots et les institutions. Monsieur Adoziel. Dans la réalité, on vit une concentration de pouvoir qui est extrême. Moi, je ne vois pas comment on peut séparer ces choses-là. Le régime, moi je l'appelle le régime, ne tient que grâce à ses pieds et à ses mains. Donc vous avez une institution militaire, on ne parle pas des militaires, on parle de l'institution qui est aux ordres de ce régime. On parle du législatif. Nous avons, c'est grâce à eux que le régime tient. Nous avons une législation qui est pseudo-indépendante, mais dans la réalité, elle n'est pas. Elle ne l'est que pour les faibles, que pour celui qui vole la baguette, que pour celui qui vole un vélo. Par contre, tout ce qui dilapide le pays, il y a plein d'affaires dont on entend parler, mais il n'y a absolument aucune suite. Vous avez la police qui est là pour aller matraquer le peuple quand il veut s'exprimer. Et non, pas toujours. Non. Si. Faites la différence. Non. Vous-même, vous avez été victime. Vous avez été victime. S'il n'y avait pas ces gens-là. Jamais de la vie de police. Jamais. J'ai jamais été victime de la police. Vous avez été victime des agissements de ce régime par de la police. Mais c'est la même chose. La subtilité, très important. La subtilité, elle est très fine.
celui qui donne l'ordre, s'il n'y avait pas quelqu'un qui répond à cet ordre, on n'en serait pas là. Si vous parce qu'il y a mélangez, des exécutants, ça non. continuera comme ça. On- Vous savez, je Non, crois non, mais qu'il y a un traumatisme. Il y a un mais qu'est-ce qu'il faut traumatisme de faire? 91. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cette concentration de pouvoir, c'est elle qui bloque tout ce qui peut se faire en Algérie. Ce qu'il faut faire, le problème étant politique en Algérie, il n'est pas autre, il est politique. Il faut absolument que toutes les bonnes volontés se réunissent et avancent ensemble pour régler ce problème. Plusieurs fois, vous m'avez posé le problème. Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir avec tout le monde pour discuter? La preuve est là. En effet. On peut discuter quand il s'agit de l'intérêt du pays, quand il s'agit des bases du pays, tout le monde est là. Lorsque tout sera aplani, le peuple va décider librement dans des élections qui se respectent. À ce moment-là, tout le monde se pliera à l'avis du peuple. Là, on ne peut pas avancer parce que tout est bridé, tout est fermé. Rachid Nekaz, rapidement, puis Hassan. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la police, la gendarmerie et l'armée sont un problème pour un changement d'Algérie? Ah, pour moi, oui. Vous savez, on n'est pas d'accord. Ah ben, c'est un exemple. Pour moi aussi. Pour moi aussi. Ce régime ne tient que grâce à sa force, sa force de frappe. Vous continuez à dire le régime. C'est-à-dire que vous faites un diagnostic qui, à mon sens, n'est pas le bon. À mon sens, à moi. Sauf que sur ce point-là, M. Rachid Nekaz, moi, je pense que l'amalgame ne peut pas être fait. Pourquoi? Parce que vous parlez peut-être de certains hommes. Il y a des préfets, il y a des walis sincères, il y a des ministres sincères, il y a des généraux sincères, il y a des officiers, il y a etc. Mais précisément, si l'on parle maintenant des institutions, ces institutions-là, c'est la photocopie des institutions coloniales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement. On a fait un copie, il n'y a pas eu jamais de changement. Il n'y a eu jamais, si vous permettez, il n'y a jamais eu de changement. Il faut refonder justement l'État, redéfinir la nation. C'est parce qu'on a copié-collé les institutions coloniales que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Elles produisaient de la violence, et elles produisent aujourd'hui de la violence. Mais sinon, il a raison, Hassan, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous arrivons bientôt à la fin. Ce qu'il faut faire, c'est refonder l'État, c'est l'autonomie régionale, locale, c'est permettre... Mais pardon, Hassan, décider l'autonomie régionale pour la Kabylie seulement ou pour tout le monde? La Kabylie le demande aujourd'hui, mais si les autres régions le demandent, il faut agir vite. Mais c'est un danger. Monsieur Hirel, s'il vous plaît, le danger, c'est ce que vous êtes en train de... Je vais vous redonner la parole. Il y a 8 wilayas qui ont 98% le danger, c'est ce que vous êtes en train de défendre, c'est de dire que les institutions ont changé. Aujourd'hui, les pays qui ont réussi, c'est là où il y a une décentralisation totale. Alger ne peut plus décider pour Oran, pour Constantine, pour Ouargla, pour Tamanrasset, pour Tizi Ouzou, etc. Ce n'est plus possible. On est dans un État jacobin que même la France jacobine, maintenant, elle a compris que ce n'était plus viable. Aujourd'hui, l'Algérien doit être acteur avec une démocratie de proximité, acteur local, acteur régional, et c'est ça qui pourra construire justement l'État algérien avec des institutions... Vers une refondation de l'État algérien dans sa configuration même. Absolument. Et c'est ce que demande aujourd'hui... Je vous redonne la parole. Je pense que l'innovation sociale, l'innovation politique, l'innovation culturelle passe absolument par là, sinon c'est un leurre, on reproduira encore le système avec les mêmes institutions de type colonialiste. Mais en essayant de rester dans l'angle des élections, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bien évidemment. Moi, je pense qu'au-delà de la refondation de l'État, il y a une refondation du modèle politique, de gouvernance qu'il faut prendre en compte d'abord, diagnostiquer et pouvoir le corriger. Parce qu'aujourd'hui, on a un modèle de gouvernance, je vous rejoins tout à l'heure, sur dupliqué de jadis, il fut un temps, de l'ex-URSS, appelons ça comme on veut. Et aujourd'hui, on vit dans une ère de mondialisation, une ère de justement où on doit réajuster, mettre à jour notre software et notre logiciel politique. Donc la refondation du modèle politique est un fait, est une obligation. Ensuite, bien évidemment, une seule main n'applaudit pas. Nous avons également d'autres actions à mener parallèlement. Je parlais tout à l'heure de la société civile, de la convergence des forces vives, effectivement, de part et d'autre pour pouvoir permettre de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, je pense qu'avec le boycott, on va dire, on a amorcé une espèce de catalyseur qui va permettre effectivement, avec une force centrifuge, qui va permettre un mouvement
conséquent. Et si vous voulez, c'est la somme de tout cela. Mais la réappropriation de la pleine citoyenneté est un fait aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, vous savez, tant qu'on est dans un modèle de gouvernance dans lequel je dirais, le niveau de compétence se mesure par le degré d'obédience, le degré d'allégeance, voire d'asservissement, nous ne sortirons pas de ce. Alors, il nous reste 4 minutes, donc 1 minute chacun. J'aimerais que vous me parliez du 4 mai. D'après vous, est-ce que les Algériens vont aller voter? Moi, j'espère qu'ils n'iront pas et qu'ils vont laisser ce régime nu. Et ainsi, on verra ce qui se passera. Moi, je suis certain que le régime va quand même accepter. On va encore avoir des chiffres. On va avoir encore des ministres qui seront nommés, d'autres bouger. Et on va continuer dans la même chose parce que il se pérennise. Et ceux qui participent à ces élections ne font que le pérenniser. Rachid Nekez. Je crois que notre démocratie est victime de certains traumatismes, et notamment le traumatisme de 91-92. C'est vrai qu'en 91-92, les institutions étaient complètement imbriquées les unes avec les autres. L'armée, la police, le FLN. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on a assisté à ce drame terrible, la fin du processus électoral. Donc en 91-92, les 250 000 morts, les 20 000 disparus, la yarhamam. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, si on veut sortir de cet amalgame, il faut qu'on mette de côté les institutions de l'État algérien, de côté par rapport à ceux qui posent problème aujourd'hui et ceux qui bradent les richesses du pays et qui achètent le silence des pays étrangers. Et je crois que l'autonomie, dans les conditions actuelles, est un danger pour l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 wilayas qui monopolisent 97% des richesses du pays. Si on fait l'autonomie en Kabylie, il faudra faire l'autonomie à Tamanrasset, à Ilizi, à Adrar, mais parle pas à d'indépendance, Larouat. Je parle d'autonomie. Je parle d'autonomie. Mais vous savez, si vous faites l'autonomie en Kabylie, Adrar voudra avoir aussi son autonomie, Tamanrasset aussi, et ils diront nous, on ne veut pas partager le gaz et le pétrole algérien. On fera l'autonomie lorsqu'il n'y aura pas une goutte de gaz et de pétrole. L'autonomie ne veut pas dire que chacun garde ses richesses. Mais bien sûr que si. Pourquoi pas? On aura une autonomie à notre façon. Nous ne mélangeons pas les landeurs allemands avec les wilayas algériennes. Une minute. Moi, je pense que l'autonomie, justement, est une solution parce que tous les pays qui l'ont organisé, s'il vous plaît, je vous ai respecté, tous les pays qui l'ont organisé, que ce soit le Canada, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne, etc., tous les pays, l'Inde, ils ont réussi et ça n'a pas été le chaos, bien au contraire. C'est une responsabilisation. Mais pour le 4 mai, Hassan, alors pour le 4 mai, malheureusement, c'est une stratégie globale, et je dis bien du régime. C'est-à-dire que les élections sont malades, comme l'école est malade, comme l'économie est malade, comme l'écologie est malade, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime algérien brime toute initiative. Et il n'est plus possible d'arriver à un pays démocratique par la seule voie des élections. Donc tout est à refaire, tout est à refonder, à commencer par les institutions. Encore une fois, éliminer le chef de Daïra, passer les prérogatives du Wali vers le président de la POE peut être un début justement d'autonomisation et de récupération de la démocratie au niveau de la proximité. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Badi Khnissa, le mot de la fin, 1 minute. Le lendemain du 4 mai, dans un contexte normal, je vous aurais dit ça aurait un effet placebo. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte différent. On est dans un contexte où il faut prendre en compte certains facteurs. Et le 4 mai? Certains facteurs, effectivement, j'y viens. Ces facteurs-là sont prépondérants aujourd'hui plus que jamais. Le contexte géopolitique, géosécuritaire régional, notamment sécuritaire en matière de terrorisme et lutte antiterroriste, sachant que l'Algérie est un vis-à-vis par rapport à l'Europe et la France. Donc la France et l'Europe a tout intérêt que ce pays soit stable, d'une part, et d'autre part aussi la redistribution des cartes politiques et l'échiquier politique mondial, et en l'occurrence outre-Atlantique, qui va... Et c'est fini, je vous avais dit. Voilà. Merci d'avoir assisté à cette émission. J'aimerais remercier Dr Msaoud Ouziala, Badi Khnissa, Hassan Hirish, Zoher Rouis, Rachid Nekez, Arif Mchakra et Zoher Rouis. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et je n'oublie pas de remercier particulièrement le public qui est avec nous depuis tout à l'heure, qui nous a enrichi de sa présence, de tellement jolis sourires. Et nous de remercier Jamel Din Benchinouf qui a bien orchestré ce débat. Merci beaucoup, cher ami. Barakallahu fikum. Qala khair, salama.